Bonjour à tous. Alors, nous reprenons aujourd'hui là où nous en étions restés la semaine dernière, c'est-à-dire sur la caractérisation des ambassadeurs dans les grands corpus diplomatiques impliquant l'Égypte du Nouvel Empire. Alors, vous en souvenez, nous avions abordé la question des ambassadeurs dans les lettres d'Amarna en signalant quelques références bibliographiques parmi une très riche littérature sur le sujet. J'avais signalé les titres principaux, Gesteso-Singer, Holmes, Meyer, Westbrook. On peut ajouter encore quelques titres parus dans les 10 dernières années, sur la traduction et les liens avec la diplomatie, synthèse de Pierre Mera, Traduction et diplomatie dans l'Égypte ancienne, paru en 2016, et un article général aussi de Clélia Mora, expert de la parole au Proche-Orient ancien, voilà qui évidemment nous parle, diplomate, messager, interprète, dans un colloque paru en 2020 à Besançon. Alors, vous en souvenez, nous avions précisé qu'il existait des laissez-passer qui permettaient la libre circulation des émissaires entre les États, mais nous avions aussi mentionné le caractère non totalement codifié du statut de ces envoyés. Il apparaît néanmoins que l'envoyé d'un État ami était considéré comme l'hôte du monarque à qui il lui était adressé, ce monarque étant responsable de son logement, de son entretien. On a quelques allusions dans les textes à ces données. En revanche, il était jugé comme un acte non amical de retenir les émissaires trop longtemps, et c'est une des préoccupations qui ressort de nombreuses lettres d'Amarna. Plusieurs lettres protestent en effet contre la rétention des messagers par le pharaon. Certains témoignages montrant qu'ils ont pu être retenus jusqu'à 6 ans, comme cette lettre de EA3, envoyée par le roi de Babylonie Kadashman Enlil Ier à Amenhotep III. Mais maintenant, lorsque je t'ai envoyé un messager, tu l'as gardé 6 ans et tu ne m'as envoyé comme cadeau d'hommage qu'une chose en 6 ans, 30 mines d'un or qui ressemblait à de l'argent. Cet or fut fondu en présence de ton messager Cassi, il fut témoin. Donc là, on voit aussi que la rétention du messager est liée à un certain différend entre les deux interlocuteurs, un refus de cadeaux, et puis le roi babylonien demande au pharaon d'interroger son émissaire Cassi, qui a été témoin du fait que le roi babylonien a été floué, puisqu'on lui a envoyé ce qui ressemblait à de l'or, mais qui était en fait de l'argent, et il a pris à témoin donc l'ambassadeur égyptien de cette malversation en quelque sorte. Dans la lettre EA28 du roi du Mitanni Tushratta à Akhenaton, Tushratta proteste avec véhémence et aussi un peu d'ironie contre le fait que le pharaon Akhenaton retienne ses messagers qui s'appellent Pirissi et Touloubri. Pirissi et Touloubri, mes messagers, je les ai envoyés d'urgence à mon frère, et leur ayant dit de très très fort se dépêcher, je les ai envoyés avec une très petite escorte. Auparavant, j'avais dit ceci à mon frère, je vais retenir Mané, le messager de mon frère, jusqu'à ce que mon frère laisse partir mes messagers et qu'ils me reviennent. Donc, il y a une sorte de chantage qui était établi, puisque le roi du Mitanni retient lui-même le messager du pharaon auprès de lui. Il poursuit, et maintenant mon frère ne les a nullement laissés partir, il les a mis sous une détention très stricte. Que sont mes messagers, si ce ne sont pas des oiseaux, s'envoleront-ils? En quoi mon frère est-il ainsi blessé au sujet de mes messagers? Pourquoi l'un ne peut-il même pas visiter l'autre et ne pas
entendre la salutation de l'autre et tous les deux être très très heureux tous les jours, que mon frère laisse aller mes messagers promptement afin que je puisse entendre les salutations de mon frère. Donc on le voit, Tushratta menace de garder auprès de lui l'envoyé du pharaon Mané si le souverain d'Égypte ne renvoie pas rapidement ses ambassadeurs, et il insiste fortement sur cette nécessité de lui renvoyer ses émissaires. Alors un passage aussi de cette lettre est particulièrement intéressant puisque on voit comment la diplomatie passe aussi par, non pas simplement une relation directe avec le pharaon, mais par des intermédiaires. On avait déjà évoqué le rôle d'un haut dignitaire comme Toutou à la cour d'Akhénaton. Ici, c'est la reine Tihi, donc la mère d'Akhénaton, qui est prise à témoin. Elle connaît toutes les paroles que j'ai échangées avec ton père. Elle constitue en quelque sorte la mémoire vivante de la relation diplomatique entre les deux États. Et donc, le roi de Mitanni invite Akhénaton à se fier à ses paroles. Autre mention de cette importance de la thématique de la rétention des messagers dans tel ou tel État, et surtout d'ailleurs en Égypte, la correspondance entre Ashurbanipal, roi d'Assyrie, et Akhénaton, donc c'est les lettres EA15 et EA16. Dans la lettre EA15, donc on a une mention de l'envoi du messager. J'envoie mon messager afin qu'il te voie et qu'il voie ton pays. Là, on peut considérer qu'il s'agit en quelque sorte de la lettre de créance intégrée au message du pharaon. Et on insiste à la fin du texte pour qu'il visite et puis qu'il s'en retourne chez Ashurbanipal rapidement, qu'il voit comment tu es et comment est ton pays, et puis qu'il s'en retourne chez moi. On insiste fortement sur ce retour attendu très rapidement du messager. Et puis dans EA16, on a un passage très célèbre, qui est souvent cité, où on a une protestation du roi assyrien sur le fait que ces messagers sont presque morts sous le soleil d'Égypte. Pourquoi des messagers devraient-ils rester constamment au soleil et ainsi mourir au soleil? Si rester au soleil signifie un profit pour le roi, c'est-à-dire le messager reste dehors et qu'il meure là au soleil, mais il faut qu'il y ait un profit pour le roi lui-même. Ou sinon, pourquoi mourrait-il au soleil? Quant aux messagers que nous avons échangés, gardent-ils mes messagers en vie? On les fait mourir au soleil. Alors là, on a interprété ce passage qui est un peu énigmatique comme une allusion aux cérémonies interminables de la période amarnienne, où, dans les cadres du culte d'Aton, effectivement, les rites ne se passaient pas à l'intérieur d'un palais fermé ou d'un temple clos, mais à ciel ouvert, avec la nécessité pour ceux qui assistaient aux cérémonies d'attendre ainsi sous le soleil brûlant d'Égypte, et au risque d'ailleurs de leur vie. Alors dans tous ces témoignages, on voit quel enjeu constitue le contrôle exercé sur l'envoyé et le rôle qu'il joue aussi dans l'évolution des relations bilatérales entre les États. Le fait qu'ils soient pris à témoin, l'insistance pour pouvoir les faire revenir montre que loin d'être interchangeables, en fait, ces émissaires ont un statut très particulier lié à leur capacité propre à négocier et à plaire aux souverains pour faire avancer les tractations. Chaque ambassade, en fait, porte deux moyens de communication. D'une part, le message porté sur la tablette lui-même,
fondamentale pour authentifier évidemment la parole du souverain, et d'autre part, la communication qui passe par la parole même de l'émissaire, qui par son statut de courtisan de premier plan, ses capacités diplomatiques, a la possibilité également de porter la parole du roi et surtout d'adapter la demande au contexte dans lequel il arrive et l'adapter aussi à l'évolution des tractations qui sont forcément évolutives en fonction de la progression des discussions. Et évidemment, puisque les échanges prennent un certain temps entre des États éloignés, le fait que le courtisan diplomate puisse poursuivre la discussion après la demande initiale de son maître joue un rôle important, puisqu'on ne peut pas se référer immédiatement à l'avis de son souverain, et qu'il faut évidemment avoir une certaine latitude pour faire progresser la négociation le temps que l'ambassade séjourne auprès du pharaon. Alors on a un cas intéressant qui montre aussi cette double communication et aussi parfois les décalages qui peuvent exister entre la communication écrite et la communication verbale qui est celle de l'ambassadeur. Il s'agit de lettres qui sont en provenance et à destination du royaume d'Arzawa. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans la présentation générale du corpus d'Amarna. Arzawa, donc on le situe à l'ouest de l'Anatolie. Et donc on a une lettre du roi d'Arzawa, Tarundaradu, à Amenhotep III, qui est la tablette EA32. Alors on n'en a que la deuxième partie. Il y avait probablement une première tablette qui est perdue, qui contenait le début de la lettre. Elle constitue un témoignage significatif donc de cette double communication dont je parlais. L'expéditeur, donc le roi d'Arzawa, écrit à Amenhotep III au sujet d'une demande que lui a rapportée l'émissaire Kalbaya au sujet d'un mariage diplomatique que le roi d'Égypte souhaite conclure. Voici ce qui concerne le fait que Kalbaya m'a dit cette parole, établissant un lien de parenté. Sur ce point, je n'ai pas confiance en Kalbaya. Il l'a vraiment dit en parole, mais cela n'a pas été confirmé sur la tablette. Si vraiment tu désires ma fille, comment ne te la donnerais-je pas? Je te la donne. Veille maintenant à ce que Kalbaya revienne rapidement avec mon messager et écris-moi de retour sur une tablette concernant cette affaire. Que Nabou, le roi de la sagesse, et Ishtanouch du Porche protègent favorablement le scribe qui lit cette tablette et qu'ils tiennent leurs mains favorablement autour de toi. Toi, scribe, écris-moi bien, inscris en outre ton nom. Les tablettes qui sont amenées ici, écris-les toujours en hittite. Alors là, on parlait de double communication, évidemment, entre le message écrit de la tablette et puis ce qu'a rapporté l'ambassadeur, Kalbaya. Il y a une sorte de différence qui naît peut-être du fait que le souverain n'a pas pu comprendre ce qui lui a été écrit sur une tablette qui était peut-être initialement rédigée en akkadien, d'où l'adresse finale au scribe, puisqu'on a un interlocuteur supplémentaire, c'est le scribe qui va rédiger la tablette et qui va ensuite aussi la lire et l'interpréter auprès du pharaon. Donc on s'adresse au scribe pour qu'il rédige les tablettes en hittite pour que cette communication soit beaucoup plus fluide entre les deux États.
Donc on voit ici que le souverain d'Arzawa reste méfiant vis-à-vis du message de l'ambassadeur et insiste pour avoir une confirmation écrite qui appuie la demande orale de l'ambassadeur. Et on imagine que c'était un fonctionnement classique des communications diplomatiques entre les États. Alors, on peut évidemment faire toute une série de suppositions à partir de ces quelques phrases, hein, sans pouvoir forcément les confirmer. Peut-être qu'y a-t-il moins une mise en doute de la parole de l'ambassadeur qu'une volonté de garantir par l'écrit les engagements, les garanties qui accompagneront ce mariage, qui forment évidemment les conditions d'un traité d'entente entre les deux parties. Puis le fait d'avoir évidemment un témoignage écrit, une tablette, permettait d'archiver cet échange, les conditions de cet échange, et d'en garder une mémoire fiable dans la durée pour donc ces tractations conclues qui seront ensuite mobilisées dans d'autres négociations ultérieures. En fait, nous possédons par chance aussi la réponse que Amenhotep III va adresser au roi d'Arzawa. C'est la tablette EA31 qui est conservée au musée du Caire et qui reprend les éléments du dossier. Donc après les formules de politesse conformes à l'étiquette entre deux États qui se considèrent comme frères, donc Amenhotep III dit à son interlocuteur: « Voici, je t'ai envoyé Ir-Shapa, donc un autre messager. Voyons la fille qu'ils offriront à ma majesté en mariage, c'est le message qu'il porte. Et il versera de l'huile sur sa tête. Voici, je t'ai envoyé un sac d'or pur, il est d'excellente qualité. » Quant aux choses à faire dont tu m'as écrit en ces termes, envoie-le-moi ici. Oui, je vais bientôt te l'envoyer, mais plus tard. Auparavant, renvoie-moi rapidement ton messager et le messager de chez moi, ils doivent venir. Ensuite, ils reviendront chez toi et amèneront la dotation matrimoniale pour la fille. Mon messager et ton messager qui est venu, bon, lacune, un passage qui ne nous intéresse pas ici. Voici, je t'ai envoyé comme cadeau en ton hommage un convoi sous la charge de mon messager Ir-Shapa, un sac d'or pesant 20 mines d'or, 3 vêtements légers en lin et 3 manteaux légers en lin, etc. Donc on voit qu'ici, Amenhotep III confirme par écrit sa demande d'un mariage diplomatique avec une fille du roi d'Arzawa, qu'il décale en quelque sorte à plus tard la réponse à d'autres demandes du roi, mais qu'il souhaite que l'affaire soit conclue rapidement, l'affaire du mariage, en donnant en fait toute latitude à son ambassadeur, Ir-Shapa, pour régler ce mariage et ramener donc la fille en Égypte. Donc, si on résume en quelque sorte la négociation qui a été menée et qui transparaît à travers ces deux tablettes, on a un article de Hawkins qui a récemment repris l'ensemble du dossier et qui pose en quelque sorte les différentes étapes très clairement. Première étape, Kalbaya arrive à Arzawa avec une proposition verbale d'alliance matrimoniale, peut-être également une tablette en akkadien. Ensuite, le roi Tarun-Daradu, le roi d'Arzawa, est méfiant envers cette proposition orale. Peut-être n'a-t-il pas pu la lire dans la tablette rédigée en akkadien. Ensuite, Tarun-Daradu envoie Kalbaya accompagné d'un émissaire d'Arzawa porteur d'une lettre sur une double tablette. C'est la tablette EA32 dont le début est perdu. Et Amenhotep IV ensuite répond en envoyant la tablette EA31 avec Ir-Shapa, qui est chargé de rencontrer la future épouse.
et en promettant qu'Irshapa et un nouvel émissaire d'Arzawa, une fois revenus en Égypte, retourneraient à Arzawa avec la dot. Et on voit que dans la tablette EA31, on a des cadeaux qui sont confiés à Irshapa, comme c'est très fréquemment le cas dans les ambassades envoyées. On a une liste de dons qui est ajoutée au message, mais ici, ces cadeaux sont conçus comme étant distincts de la dot qui va être ensuite versée en compensation du mariage avec la fille du roi d'Arzawa. Donc on voit à travers cet exemple comment la communication écrite et la communication portée par les émissaires royaux se complètent, jouent comme une sorte de dialectique permanente qui permettent en quelque sorte de faire progresser les échanges diplomatiques. Mais pour cela, évidemment, il faut que le messager, ce qu'on appelle communément le messager, soit en fait un véritable ambassadeur qui puisse avoir l'autorité, le pouvoir et les capacités diplomatiques pour faire progresser la négociation indépendamment du message écrit qui n'est qu'un point de départ en quelque sorte de l'échange. Alors sur le deuxième grand corpus diplomatique du Nouvel Empire, c'est-à-dire la correspondance égypto-hittite, c'est comme pour la période amarnienne, on a une bibliographie absolument énorme sur ces questions. Je ne vous ai donné ici que quelques titres en me focalisant sur ce qui concerne directement les ambassades. Bon, évidemment, vous avez les corpus des lettres qui ont été publiés par Hagenbürtner, Edel, on l'avait vu, et d'autres. On a des chapitres consacrés à ces échanges diplomatiques dans la somme qu'a consacrée Francis Breyer aux relations entre l'Égypte et l'Anatolie, paru en 2010. On a plusieurs contributions de De Martino, dont celle que j'ai listée ici, Hittite Diplomacy de Royal Messengers, paru en 2016. Un article de De Pietri sur les messagers et envoyés au sein des relations égypto-hittites en 2019. Dans un colloque de 2019 paru en 2022, Giannone aussi a publié dans un numéro récent de Die Welt des Orients 2023 une analyse de la manière dont sont évoqués les envoyés et leur rôle dans la correspondance hittite. Et on pourrait multiplier encore les références. Du point de vue égyptien, on a des contributions assez riches aussi sur ce sujet, sur les ambassades envoyées à l'époque ramesside et les relations diplomatiques entre la cour de Pi-Ramsès et les États du Proche-Orient et plus loin. L'article de El Saadi sur les ambassadeurs à l'époque ramesside dans les MDIK, les contributions du groupe de recherche qu'avait mis en place Rolf Gundlar autour des questions liées à la cour, notamment la cour ramesside, donc avec Christine Redler et Silke Ross, notamment un article consacré à la cour égyptienne en contact avec ses voisins du Proche-Orient. Donc il y a une contribution à 3 voix, avec notamment des parties consacrées aux ambassadeurs. Et puis un article de Silke Ross, International Diplomacy, Am of Ramses
dans un ouvrage de Gundlar et Klug sur la cour égyptienne du Nouvel Empire qu'on a déjà évoqué. Alors on va simplement prendre quelques éléments de cette immense bibliographie en nous intéressant particulièrement au statut des ambassadeurs et à leur capacité diplomatique. Alors je note au passage que selon Silke-Ross, une dimension fondamentale peut être faite entre ce qu'elle appelle les envoyés à plein temps. Effectivement, on a une certaine catégorie d'ambassadeurs qui semblent avoir exercé leur activité diplomatique sur plusieurs années. C'était véritablement leur fonction dans le royaume égyptien. Ils voyageaient régulièrement entre Pi-Ramsès et Hattusha, la capitale hittite. Et puis on peut avoir aussi certains envoyés spéciaux qui ont une capacité particulière. On pense notamment aux médecins qui étaient envoyés à la cour hittite, à certaines occasions spécifiques. On a aussi certains militaires qui peuvent être dépêchés dans l'une ou l'autre cour étrangère. S'agissant du trajet, pour donner quand même un aperçu concret à la manière dont se faisait le déplacement entre les cours, on a cette reconstitution schématique établie par Silke-Ross, donc à partir d'une carte où elle définit donc le trajet probable entre la capitale Pi-Ramsès en Égypte et la capitale hittite Hattusha. Alors on a beaucoup discuté sur la durée que pouvait prendre un tel trajet. Dans un des textes liés de la correspondance égypto-hittite, on évoque une durée d'1 mois, mais cela paraît véritablement très court. On pense plutôt à une durée moyenne d'un mois et demi. Alors, les ambassades en action, maintenant, on les voit véritablement dans les résultats concrets qu'elles ont obtenus à travers notamment ce fameux traité égypto-hittite qu'on a déjà plusieurs fois évoqué entre donc Ramsès II et le souverain hittite qui est conclu donc en l'an 21, dont on a une copie à Karnak dans la cour du 7e pylône, et puis une copie au Ramesséum et la version hittite conservée à travers des documents donc retrouvés à Hattusha. Les délégations diplomatiques qui ont œuvré pour la conclusion de ce traité égypto-hittite nous sont connues grâce à la copie égyptienne donc du traité, celle de Karnak, mais aussi à la correspondance entre Ramsès II et Hattusili III. Alors on avait déjà évoqué ce texte, donc avec l'introduction qui parle de l'an 21 et du fait que Sa Majesté se trouvait à Pi-Ramsès, et la composition de l'ambassade bipartite en quelque sorte qui gère ces communications entre les Hittites et les Égyptiens est donnée. Alors malheureusement, avec beaucoup de lacunes pour ce qui est de la partie égyptienne, mais on a pour la délégation hittite des données quand même relativement précises avec un certain Tili Teshoub qui est qualifié de Uputi Npata Nreta, l'envoyé du pays de Hatti, ou l'envoyé de mon frère, un certain Ramosé, Riamassi ou Riamassia, qui est le deuxième envoyé du Hatti, Uputi Senui Nreta, et un troisième ambassadeur qui s'appelle
Yapusili ou Ipsir selon les transcriptions qu'on donne, qui est l'envoyé de Carchemish, donc un royaume vassal des Hittites, qui était lié aussi à la famille royale hittite par des relations familiales. Alors, ce qui apparaît dans cette ambassade hittite, c'est une hiérarchie probable entre les deux ambassadeurs, Tili-Teshup et Ramosé, puisque ce dernier porte le titre de deuxième envoyé, ce qui a été interprété comme un signe de son statut inférieur. Et de fait, il porte un nom égyptien et joue peut-être ici le rôle d'un interprète associé donc au négociateur en titre de l'Empire hittite, qui est Tili-Teshup. Bon, en tout cas, les deux personnages sont mentionnés également dans la correspondance égypto-hittite en akkadien et ils portent le titre de Mar Shipri, envoyé, qui ne distingue pas, en tout cas, leur statut. Alors, pour ce qui est de Tili-Teshup, on a un article tout récent de Martineau qui a rassemblé dans les mélanges offerts à Marilina Bétraud toutes les attestations de son activité, alors à travers évidemment les lettres de la correspondance égypto-hittite, mais aussi d'autres documents. Alors il apparaît qu'il occupe un rôle de premier plan dans ses relations égypto-hittites, mais on le voit aussi attesté sur une tablette d'Ougarit qui conserve un compte-rendu de procès dans lequel il agit comme témoin, et il porte sur cette tablette d'Ougarit le titre d'émissaire que Sa Majesté a envoyé en Égypte, comme si c'était donc son titre de gloire principal, ce qui est un indice évidemment sur le prestige de cette fonction. On avait vu la mise en avant de ce rôle d'ambassadeur dans l'autoprésentation des courtisans en Égypte ancienne. C'est le cas également dans l'Empire hittite, cette fonction d'ambassadeur constitue une distinction éminente, à elle seule, le statut du personnage. Alors cette présence à Ougarit de Tili-Teshup, le fait qu'il porte aussi un nom ourite et non hittite, font penser à De Martino que ce personnage pouvait avoir été d'origine syro-levantine plutôt que hittite, et donc cette implantation, cette origine proche-orientale pouvait lui avoir conféré des compétences en akkadien qui lui assuraient donc cette facilité de communication dans le registre diplomatique. Alors pour ce qui est de la délégation égyptienne, donc comme je l'ai précisé, sa composition n'est pas très bien conservée dans les textes hiéroglyphiques, mais dans les lettres égypto-hittites, on a mention des messagers qui ont été envoyés par le pharaon Ramsès II à Hattusili III, et donc notamment Pirir-Nawa, associé à Zinapa et Mania. Alors, les deux derniers sont malheureusement difficilement identifiables, mais on avait vu que l'ambassadeur Pirir-Nawa, qui est aussi d'ailleurs mentionné dans une lettre qu'a envoyé le vizir Pazer à la cour des grands d'Égypte au souverain hittite Hattusili III, donc ce qui montre que
il n'y avait pas uniquement le pharaon qui envoyait des correspondances, hein, il y avait aussi les grands du royaume, hein, ce qui était un indice important aussi sur cette implication de la cour et des hauts fonctionnaires autour du roi dans cette activité diplomatique. Donc cet ambassadeur Pirinawa, on l'avait vu, est identifiable à un personnage bien connu par une tombe du Bubasteion, hein, découverte par Alain Zivie, la tombe de Netcherwimes Pirirnawa, Bubasteion 1,16. Alors si on veut en savoir plus sur l'activité de cet ambassadeur, ce n'est pas donc sur les textes du traité égypto-hittite ni de la correspondance qu'on peut tirer des données, puisqu'il est véritablement uniquement cité dans ces textes comme un intermédiaire, mais c'est donc vers sa tombe où on a des indications qu'on qualifie généralement d'autobiographiques. Hein. On avait vu quelle était la limite historique de ces données dans un genre extrêmement codifié, évidemment, qui fait l'autopromotion d'un personnage selon un genre extrêmement formulaire, socialement acceptable, et évidemment avec un filtre historique extrêmement fort. En tout cas, le texte de la tombe de Pirirnawa, les textes de la tombe de Pirirnawa, nous donnent quelques indications précieuses. Malheureusement, ils sont encore, pour la plupart, inédits. Hein. On attend donc la publication qu'Alain Zivie fournira de cette belle tombe, mais à travers certaines des publications qu'il a déjà livrées, on peut tirer quelques données, notamment sur cette inscription autobiographique d'un pilier de sa tombe. On voit qu'il porte parmi ses épithètes le titre de favori d'Horus dans son palais, d'homme de confiance du roi dans le pays tout entier, quelqu'un à l'esprit calme pour écouter les discours. On retrouve cette expression war-ib qui est caractéristique de l'autocontrôle qu'exerce sur le courtisan. Un homme de justice devant les deux terres, juste et précis dans l'estime de son maître, aimé de la cour et au caractère parfait. Alors, des caractérisations relativement classiques qui caractérisent donc un courtisan de haut niveau, hein, qui correspond en quelque sorte au statut éminent de cet ambassadeur. Mais on a aussi, parmi les épithètes, un certain nombre de mentions de l'éloquence du personnage. Donc il est éloquent, Iker Medut, qu'on peut traduire par au discours compétent. Il est aussi Setep Medut, ce qui veut dire au discours choisi ou distingué. Et il est aussi à la parole précise dans l'estime de son maître. Alors on va le voir sur des caractérisations qui ne sont pas uniques, mais qui sont appliquées quand même à des personnes qui manifestent une maîtrise particulière de la rhétorique, de la parole, et évidemment on est tenté de croire que ces capacités qui sont mises en avant dans l'autobiographie de Pirirnawa étaient celles dont il faisait preuve dans son activité diplomatique. Alors avant d'aller plus loin, d'analyser cette caractérisation des courtisans ambassadeurs du Nouvel Empire comme des maîtres de rhétorique, je voudrais auparavant préciser qu'il ne s'agit pas d'une innovation apparue au Nouvel Empire, puisque nous avons, aux époques antérieures,
des témoignages très clairs également de l'activité d'hommes de cour envoyés par le pharaon en ambassade et qui mettent en avant l'importance de leurs aptitudes rhétoriques pour la réussite de leur mission. Alors, cette insistance sur les capacités diplomatiques se fait jour surtout au lendemain de la première période intermédiaire, où la phraséologie d'autopromotion des courtisans laisse apparaître plusieurs séquences formulaires liées à la maîtrise du discours. Alors évidemment, je ne veux pas sous-entendre par là que les grands maîtres leaders d'expédition de l'Ancien Empire n'étaient pas aussi de fins rhéteurs, mais en tout cas, dans les textes, par exemple, d'Irkouf, de la 6e dynastie, on voit surtout transparaître le succès de ces expéditions, le fait qu'ils reviennent chargés de cadeaux et en ayant eu des succès militaires, mais l'insistance n'est pas mise sur ses capacités de négociateur ou ses capacités rhétoriques. C'est ce qui transparaît surtout dans les textes de la première période intermédiaire, où on voit apparaître un lexique particulier lié à cette valorisation de la parole du négociateur. Alors, les textes que je vais vous montrer apparaissent au moment où le pouvoir de la 11e dynastie émerge à Thèbes et parvient finalement à réunifier l'Égypte. Donc, on est au tout début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. On va avoir une série d'inscriptions qui témoignent de l'activité diplomatique de hauts dignitaires délégués en ambassade auprès de potentats locaux ou de la dynastie héracléopolitaine rivale. Alors, vous avez ici à l'écran la stèle d'un certain Antef, qui est en fait une stèle qui a été reconstituée à partir de 2 fragments achetés à Luxor, mais qui sont achetés à Luxor à la fin du XIXe siècle, mais qui se sont retrouvés dans 2 collections différentes, l'une à Strasbourg, l'autre à Florence. Et c'est Henry Fisher qui a réussi à assembler en quelque sorte ces 2 morceaux pour reconstituer l'inscription et la publier donc dans ses Varia Nova en 1996. Cette stèle provient probablement de la nécropole d'El Tarif, la nécropole du Moyen Empire, à Thèbes-Ouest. Alors, dans cette inscription funéraire, qui date certainement d'Antef le nomarque, on est au tout début de la 11e dynastie, aux racines de l'émergence de ce pouvoir thébain, le texte nous dit que le général Antef a descendu et remonté le fleuve en mission pour le prince comte grand chef de Haute-Égypte Antef, dans les lieux où se trouvaient les souverains du sud et du nord. Quant à tous les souverains à qui je rendais visite, ils se réjouissaient en me rencontrant, étant donné mon éloquence, en nefer en jedi. J'étais un homme qui prend la parole, unro, littéralement qui ouvre la bouche, le jour de la délibération, aux paroles décisives le jour du rassemblement, qui donne un avis ou qui énonce la parole clé, selon ce que l'on appelle jetches, qui rassemble son courage le jour de la concertation. Alors, certains détails de notre traduction et de notre interprétation divergent de celles données par Fisher. Pour lui, Antef se serait rendu à un rassemblement de tous les chefs locaux, une sorte de meeting qui s'apparenterait à un conseil de guerre. Nous pensons au contraire qu'Antef a rendu successivement visite à plusieurs potentats locaux, ce qui expliquerait donc la formulation « quant à chaque souverain à qui je rendais visite », alors que Fisher pensait qu'il fallait traduire « quant à tous les souverains à qui je rendais visite », ces chefs étant rassemblés au même endroit. On voit dans ce texte que l'éloquence du personnage, Nefer Djed, le beau du discours, la beauté du discours, la perfection du discours,
constitue la qualité essentielle dont se targue le locuteur, et l'insistance sur cette aptitude, conjuguée avec son courage à s'exprimer dans des situations conflictuelles ou difficiles à résoudre, eh bien, constitue le fond principal du message véhiculé dans cette stèle et résume l'image que veut transmettre le personnage dans son inscription funéraire, donc pour la postérité. Notons que cette présentation, qui souligne le rôle de la négociation, contraste avec celle d'autres ambassadeurs sensiblement contemporains qui insistent sur le poids de l'action violente ou de l'autorité terrorisante, en quelque sorte, de leur maître pour garantir le succès de leur mission. Par exemple, dans cette stèle de Réti, à peu près à la même période, donc, qui avait été publiée au début du XXe siècle par Gardiner, ce Réti nous dit « Je suis son messager, la réplique de son cœur Ib, le double de son cœur Ati », donc là il se positionne par rapport à son maître, dont il est un envoyé. « J'ai fait ce qu'il aimait, comme ce qui se fait pour un dieu en personne. J'ai repoussé les Asiatiques dans leur contrée. C'est son respect, donc le respect de son souverain, qui faisait mon prestige, son influence qui faisait la crainte que j'inspirais, au point que ces pays étrangers que j'atteignais poussaient des cris d'allégeance à sa puissance. » Donc là, le rôle de l'ambassadeur est conçu différemment. On n'insiste pas sur la qualité de sa parole qui est apte à négocier. Là, l'ambassadeur est porteur d'une autorité du souverain qui inspire de la crainte et donc qui permet à son envoyé d'emporter le morceau, en quelque sorte. Alors, cela ne veut pas dire forcément que ce Réti était une brute sanguinaire, se targuant simplement de l'autorité de son patron, hein, puisque dans l'autre stèle qu'il possède, il va dire qu'il est aussi quelqu'un de précis, exempt d'obscurité, à la langue accomplie, sekemnes, une épithète assez rare qu'on le retrouvera ensuite à la XVIIIe dynastie, dans le conseil des magistrats, qui accomplit sa mission avec exactitude, sans aucun détour. Donc là, on a une autre forme de présentation du personnage qui insiste aussi sur son éloquence, hein, mais on le voit qu'il peut y avoir des divergences dans le portrait que les ambassadeurs forment d'eux-mêmes à travers ces différents textes. Alors, plus proche du premier texte que nous avons rencontré, le témoignage de Djari, donc ambassadeur d'Antef II à la XIe dynastie, confirme cette image de l'ambassadeur diplomate, rhétoricien, qui nous intéresse ici. Donc, cette stèle conservée au musée du Caire, donc, qui vient de Thèbes, donc, présente la mission qu'a effectuée Djari au nom d'Antef II, après qu'il a combattu contre la maison de Réti à l'ouest de Tinis, m'ayant fait parvenir son message. Donc on est en plein conflit entre Thèbes et Héracléopolis. Le souverain thébain donc, m'a fait naviguer vers le nord pour acquérir de la nourriture, à savoir du blé de Haute-Égypte, pour ce pays tout entier, d'Éléphantine jusqu'au nome Aphroditopolite, à cause de ma science du discours et de mon éloquence. Donc là, ici, ce personnage a pour mission d'aller chercher du ravitaillement pour alimenter le nome thébain dans un contexte de guerre ouverte avec les voisins, et il est obligé de négocier pied à pied avec les régions voisines pour obtenir ces ravitaillements. D'où l'importance de sa science du discours, cette capacité à négocier. Et on retrouve l'expression rare medet, connaître, littéralement connaître le discours, connaître la rhétorique, la science du discours,
Et on retrouve aussi le concept d'éloquence, Nefer Djed. Et puis, la suite du texte évoque la qualité de pondération du personnage. On est déjà dans la renaissance de la société de cour qui s'établira définitivement ensuite avec le règne de Mentuhotep II et la réunification de l'Égypte. J'étais un homme pondéré parmi les dignitaires, donc le contrôle de soi au sein de la cour, au cœur constant au moment de l'attaque. Et puis là, on a une transcription d'un message qu'il est venu porter au rival héracléopolitain. Approche-moi, Réti, qui fait se lever une tempête sur le Nome. Ô toi, à la domination puissante, c'est dans la vallée de Hessi que j'ai établi ma frontière. Bon, pour l'analyse de ce message, je vous renvoie à l'article de John Darnell paru dans la Zeitschrift 124 en 1997, où il montrait toutes les allusions littéraires et religieuses qui étaient contenues dans ce bref message, notamment les connotations sétiennes liées à l'association entre Réti et la tempête, et puis l'intertextualité qu'il peut y avoir avec certains passages de l'enseignement pour Méricaré, où le même Réti dit avoir pris le Nome de Tinis comme une trombe d'eau. Donc il y a quelque chose qui joue entre les deux textes. On a en quelque sorte ici une des rares transcriptions d'un message diplomatique qui rappelle ce que l'on pouvait avoir aussi dans la stèle de Camosis. Donc là, on a un ambassadeur féru de rhétorique en action qui est présenté dans cette stèle de Djari. Et le fait de trouver ici l'expression « connaître le discours »,« connaître la rhétorique », rappelle ce qu'on trouve aussi dans la stèle d'Antef, fils de Tchéfi, qui est un magnifique monument datable du règne de Mentuhotep II qu'on avait déjà évoqué au sujet des courtisans. Donc cette stèle est un jalon important dans la reconstitution de la société de cour au moment de la réunification de l'Égypte, avec une qualité d'exécution qui montre que le savoir-faire menfite, le savoir-faire du Nord, était maintenant au service du pouvoir thébain, étant donné la qualité d'exécution et l'usage de motifs qui étaient surtout en usage dans la région menfite. Dans son autoprésentation, cet Antef, fils de Tchéfi, dit qu'il est le préféré de son maître, exempt de mal, qui place une parole à sa juste place, qui connaît la rhétorique, Rer Medet, aux sentences choisies, Setep Tchessou, qui voit loin, qui prévoit le futur, qui respecte son rang dans le palais royal. Là, nous avons un condensé de l'idéal de l'homme de cour qui allie respect des convenances et de l'étiquette, maîtrise du discours et capacité aussi d'anticipation. Donc les qualités avancées par Djari, qu'on vient de voir dans son activité diplomatique, ne sont donc que l'émanation directe des pratiques de la société de cour en cours de recomposition au début de la XIe dynastie. Donc l'idée, c'était de vous montrer ici que ce lien entre l'activité des ambassadeurs et puis la maîtrise de la rhétorique, ancrée aussi dans une pratique courante de la vie de cour, ne date pas du Nouvel Empire, au moment où on va les voir en action, mais sont déjà ancrés dans une tradition très ancienne, près de 6 siècles avant les périodes d'Amarna, et puis 8 siècles avant le règne de Ramsès II, on trouve déjà en action ces ambassadeurs rhétoriciens. Alors revenons maintenant au Nouvel Empire.
Alors, on l'avait vu, il y a une continuité entre la phraséologie autobiographique de cette période du Nouvel Empire par rapport au Moyen Empire, et l'homme de cour reprend une grande partie des mêmes caractéristiques. Alors, un exemple fréquemment cité, des belles autobiographies du Nouvel Empire, qui est aussi d'ailleurs la plus longue conservée, c'est celle d'Honoris Mess, un dignitaire qui a vécu sous le règne de Merempta, 19e dynastie. Son autobiographie est gravée dans sa tombe qui se situe à proximité du village actuel de Nagelmashaïr, à 45 km au sud de Sohag, donc en Moyenne-Égypte, sur la rive est du Nil. Ce site faisait partie de la nécropole de la ville de Tis, capitale du 8e nome de Haute-Égypte. On l'avait déjà mentionné, Honoris Mess se caractérise comme un serf, un dignitaire, un homme de cour digne d'être vanté, et met cette capacité de maîtrise de l'idéal de cour en parallèle avec sa capacité de scribe digne d'être acclamé. Les deux fonctionnent comme deux facettes d'une personnalité idéale au Nouvel Empire, donc la capacité d'écrire et de maîtriser le domaine des lettres, et puis la capacité de se comporter à la cour à travers donc les qualités propres aux courtisans serfs. Alors la capacité, la qualité de serf, de courtisan, se trouve fortement liée avec les capacités de discours, celle de montrer un discours fiable, loin de toute indiscrétion, comme il le dit, je suis un dignitaire serf au discours fiable qui s'abstient de toute indiscrétion. Et dans cette autobiographie d'Honoris Mess, on a des développements très importants sur tout ce qu'il voit d'important au sein de la sphère du discours, et la manière dont il se comporte pour véritablement respecter une éthique de la parole. Je suis quelqu'un de compétent qui s'abstient de tout éclat de voix, les excès langagiers sont une abomination, je suis quelqu'un au cœur droit, sans inclination pour les discours mauvais, je suis un silencieux au bon caractère, au cœur patient qui aime lacune, je suis l'ami de celui qui possède une nature calme, haïssant celui qui abuse de la parole, ou celui aux propos enflammés. On a une réflexion développée sur la sphère de la parole, de sa pragmatique. Nous avions vu que cette réflexion qui dissèque en quelque sorte les pathologies sociales de la parole, l'indiscrétion, l'abus de parole, l'abus de langage, les propos enflammés, donc cette réflexion trouvait un écho également dans les textes funéraires, notamment dans le Livre des morts, le fameux chapitre 125, celui de la pesée du cœur, où on a une confession négative et où le mort énumère les péchés de langue auxquels il n'a pas succombé, la calomnie, le mensonge, l'injure, la mauvaise langue, le blasphème, le crime de lèse-majesté, le bavardage, la loquacité, la dispute ou le comportement bruyant et l'indiscrétion. Donc on a deux sphères qui se font écho ici et qui montrent l'importance de cette pragmatique du discours qui est analysée et qui sert de soubassement en quelque sorte à l'échafaudage de la construction de l'idéal du bon comportement, l'idéal de l'homme de cour à cette époque.
Alors l'autobiographie d'Honoris Mess évoque aussi son parcours qui l'a mené d'un apprentissage à l'école où il a vanté, où il a une conduite exemplaire. Il a effectué aussi son service à l'armée, comme scribe de l'armée et de la charrerie, qui était innombrable et sans limite. J'étais aussi interprète pour tous les pays étrangers auprès de son seigneur. Donc on voit ici que cette maîtrise du discours d'Honoris Mess passe aussi par une maîtrise des langues étrangères, si l'on croit l'appellation qu'il se donne, cette capacité d'être véritablement aussi un interprète, de communiquer dans les langues étrangères. Et c'est cette capacité, il le dit ensuite dans les phrases qui suivent, qui lui ont valu la promotion qu'il a reçue. J'étais un scribe respecté parmi ses serviteurs, mon maître m'honorait devant tout le monde, j'étais en faveur auprès du roi grâce à mes conseils quotidiens, grâce à l'honneur qui m'était fait. Tous les serviteurs disaient que sa faveur est grande. Donc le contexte des relations internationales qui est évoqué par la capacité d'interprète d'Honoris Mess semble tout à fait lié à cette voie dorée de promotion qu'il emprunte et qui le rend très vite familier du roi et honoré pour les conseils qu'il donne au pharaon. Alors revenons maintenant à Netchérouï Mess, Pirirnawa, et aux qualités qu'il dit avoir dans sa pratique quotidienne. On va retrouver une phraséologie qui est bien attestée depuis le Moyen Empire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi renvoie précisément cette phraséologie, à quelle sphère d'activité sociale elle est connectée. Alors, le premier terme, Iker Medout, au discours compétent, que j'ai traduit par éloquent, c'est une qualité qui est présente déjà dans les autobiographies du Moyen Empire. On pense à la tombe de Djefa Yapi, cette grande tombe du nomarque d'Assiout sous Sésostris Ier, où donc le nomarque se dit quelqu'un au cœur efficient, aux propos compétents. Donc cette fois-ci c'est Iker Tchessou. On va retrouver constamment ce parallélisme entre les Tchessou, qui sont les formules, avec parfois aussi le sens de formules à capacité active en quelque sorte, qui peuvent être aussi des formules magiques. C'est la manière dont on peut délier des nœuds par le discours ou encapsuler en quelque sorte une vérité dans une sentence. Et puis Medout, qui est souvent mise en parallèle et qui désigne les discours de manière un peu plus neutre. Donc aux propos compétents, que son efficience a promu, révéré du fait de la compétence de ses discours, et on retrouve ici Iker Medout F. Là, on a clairement dans cette évocation, qui fait penser au contexte de la cour, le lien entre l'efficacité du discours, l'éloquence du personnage et sa promotion à la cour, ce qu'on retrouve d'ailleurs très explicitement formulé dans certains textes littéraires du Moyen Empire, notamment le discours de Sisobek, qui est connu par un seul manuscrit, où on a cette formule qui pourrait figurer dans un texte sapiential, une sagesse, Medet Ikeret dies erat, un discours compétent procure une promotion. Alors la deuxième épithète que porte Netchérouï Mess en lien avec l'éloquence, c'est au discours choisi ou distingué, Setep Medout.
Alors cette épithète, en tant que telle, elle n'est pas si fréquente, moins en tout cas que celle qui est proche donc avec Tchessou, hein, Setep Tchessou, qui se rencontre plus fréquemment. On l'avait vu à plusieurs reprises, on la trouve fréquemment dans les autobiographies de particuliers à l'époque ramesside. Pour Setep Medout, on ne pourrait pas en citer beaucoup plus que 5 attestations dans la documentation pharaonique, mais vous vous souvenez qu'on l'avait rencontré dans l'une des statues d'Horemheb. Horemheb, à l'époque où il est homme de cour, hein, avant qu'il devienne pharaon, avait laissé ses statues de scribes, et sur l'une d'entre elles, il se dit « Setep Medout er Tchessou » aux propos choisis, aux sentences sereines, et on sait aussi quel rôle diplomatique avait Horemheb, on l'a vu de manière très détaillée plus avant dans le cours. Alors cette distinction, comment fonctionne-t-elle? Je dirais qu'elle fonctionne à 2 niveaux. Hein. Le fait d'avoir des discours distingués, Setep, ça fonctionne d'abord comme un mode de distinction sociale de l'élite par rapport aux couches inférieures qui ne maîtrisent pas le langage châtié, soigné. Alors évidemment, il y a une dimension aussi linguistique dans laquelle je ne vais pas rentrer ici, de ce maintien d'une langue proche de l'égyptien classique, hein, du moyen égyptien, délaissant en quelque sorte l'évolution entre guillemets vulgaire de la langue qui va vers le néo-égyptien. On aura évidemment dans le Nouvel Empire plusieurs phases de réajustement où les néo-égyptianismes vont entrer progressivement dans la langue habituelle de l'élite, mais c'est aussi une manière de se conformer à une sorte d'éthique de la parole. Et dans l'autobiographie de Paéri à El-Kab, hein, donc un haut personnage du tout début du Nouvel Empire, on a cette phrase très explicite « Je n'ai pas tenu le discours de la populace, je n'ai pas fait de rapport à ceux qui n'avaient pas de manière ». Donc là, on voit quel type de distinction recherche l'homme de l'élite. Il cherche aussi à se séparer par son discours de la pratique vulgaire de ceux qui n'ont pas été éduqués. Alors ça, c'est le premier niveau de distinction. Et le deuxième niveau de distinction, évidemment, c'est au sein de la cour elle-même, ce qui va distinguer l'individu au sein du groupe des courtisans, l'homme éloquent au milieu de ses pairs, qui va attirer en quelque sorte l'attention du pharaon et obtenir ses faveurs. Le fait de prononcer donc des discours distingués caractérise le comportement idéal de l'homme de cour. Ça résonne à plusieurs niveaux, mais il faut aussi voir que cette caractérisation du discours distingué rejoint aussi ce qui est à l'œuvre dans la valorisation de la culture des hommes de lettres, des écrivains. Et là, j'en donnerai qu'un exemple, c'est la glorification des écrivains classiques qu'on trouve dans un texte célèbre, le papyrus Chester Beatty IV, hein, qui liste les grands auteurs classiques des époques précédentes. Y en a-t-il un à la mesure de Horjedef, en autre est-il à la mesure de Imhotep? Pas un de nos contemporains n'est parvenu à la mesure de Néferti et de Réti. On avait vu la prophétie de Néferti, l'enseignement de Réti, le meilleur d'entre eux. Je veux te faire connaître le nom de Ptah-Mjeuti et de Rare-Pere-Seneb. Un autre est-il à la mesure de Ptahhotep, hein, le fameux auteur de l'enseignement de Ptahhotep. De même pour Khayrsou. On avait vu l'année dernière que l'enseignement de Khayrsou a été identifié tout récemment de manière plus complète par Ursula Verhoeven.
On avait vu aussi que ces auteurs célèbres étaient insérés dans des galeries d'hommes fameux représentés sur ce monument d'Arécie, donc fragment de tombe où ils sont alignés en quelque sorte comme à l'image de rois ou de divinités. Le fameux Réti pourrait être ce personnage-là, même si la légende n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on attendrait. Dans le même papyrus Chester Beatty IV, ce scribe Réti, qui est donc l'auteur de la satire des métiers, l'enseignement de Réti qu'on avait vu la semaine dernière, on lui attribue aussi l'enseignement d'Amenémate Ier, qui est évoqué dans ce texte, et aussi l'hymnonyle. Eh bien, il bénéficie d'un traitement de particulier. On le présente comme quelqu'un d'excellent, et la description qui lui est attribuée, c'est celui aux formulations distinguées, pas iker, setep tchessou, donc l'excellent pour pas iker, et puis aux formulations distinguées, setep tchessou. Donc il y a clairement dans l'usage du mot setep, aussi bien avec Médoute que tchessou, la volonté de se référer à une culture lettrée, élitaire en quelque sorte, qui donc ne renvoie pas simplement à une capacité de discours de l'homme du commun, dont l'éloquence se distinguerait de ses pairs, mais renvoie à toute une culture qui est la culture de la cour et la culture littéraire associée à cette cour. On le voit donc par cette communauté de définition des hommes éloquents et des lettrés égyptiens, on a un lien consubstantiel qui s'établit entre ces différentes sphères. D'autre part, cette éloquence n'est pas prisée uniquement dans les prises de parole individuelles des courtisans ou du pharaon, ou même des auteurs. Elle devient aussi une exigence du cérémonial de cour, ce que l'on peut caractériser comme une éloquence d'apparat. Et c'est sur ce point que je voudrais insister maintenant, c'est que l'éloquence qui est à l'œuvre chez l'élite de la cour, mais aussi chez les ambassadeurs en action, est une éloquence qui est ancrée en quelque sorte dans la pratique cérémonielle des rituels de cour et qui fait partie en quelque sorte intégralement du protocole. Alors ici, je reprends des éléments que j'avais pu développer dans un article publié en 2009-2010 dans les Cripel 28 qui s'appelait « Célébrer l'élite, louer Pharaon, éloquence et cérémonial de cour au Nouvel Empire ». Le cadre d'interprétation que j'avais utilisé m'avait été inspiré par la lecture d'un ouvrage de Pierre Zoberman, paru en 1998 et intitulé « Les cérémonies de la parole, l'éloquence d'apparat en France dans le dernier quart du XVIIe siècle ». Donc, comme pour la société de cour de Norbert Elias, oui, j'ai été chercher des outils méthodologiques et d'analyse des concepts égyptiens dans quelque chose qui n'avait rien à voir, mais qui permet je le pense, et vous allez pouvoir l'évaluer, qui peut fournir des clés pour une civilisation complètement différente à partir du moment où on s'intéresse évidemment aux phénomènes sociaux, à leur cadre, et pas évidemment uniquement à une comparaison pied à pied de toutes les composantes
de chacune des civilisations. Pierre Zoberman a étudié les discours cérémoniels intégrés aux cérémonies associées au temps fort de la vie institutionnelle du XVIIe siècle, dans différents cadres, les académies, les parlements, les municipalités. Et il a démontré que ces discours obéissaient à des règles précises et s'inscrivaient dans un appareil cérémoniel codifié. Et il a ainsi défini ce qu'il appelle, lui, l'éloquence d'apparat, qui se manifeste dans un contexte cérémoniel. Elle est un élément du rituel, je le cite, que ce rituel soit celui d'une institution particulière ou qu'il rassemble toutes les institutions dans des cérémonies communes. Le rapport d'un discours avec son contexte cérémoniel est dynamique, puisque s'il est engendré par l'occasion qui le demande, il ajoute en retour de l'éclat et de la solennité aux circonstances qui président à son apparition. On peut décomposer les circonstances propres à l'éloquence d'apparat en un certain nombre de composantes: la solennisation du lieu, le retour cyclique de la cérémonie ou le choix d'une date significative, la présence d'un public plus ou moins titré, remarquable par ses fonctions ou par tout autre caractère, la liaison du discours à un impératif oratoire, l'inscription de la cérémonie dans des célébrations publiques, etc. Et tous ces éléments qu'il liste pour caractériser l'éloquence d'apparat et son lien avec un cadre cérémoniel, on va pouvoir les retrouver, mutatis mutandis, dans les cérémonies de cour en Égypte pharaonique, particulièrement au Nouvel Empire. Et donc j'avais pris pour exemple principal la scène de remise de l'or de la récompense au grand prêtre d'Amon, Amenhotep, particulièrement intéressante pour comprendre le fonctionnement de l'éloquence d'apparat dans le cadre des cérémonies qui mettent en jeu le roi et ses courtisans. Ces scènes sont gravées sur la paroi extérieure est du mur est qui borde la cour du 8e pylône à Karnak. Alors vous avez ici une vue des deux tableaux principaux, alors avec l'iconographie classique du courtisan qui reçoit l'or de la récompense et qui manifeste sa joie en levant les bras au ciel, tout en étant orné par deux serviteurs qui s'affairent autour de lui face au pharaon qui donc lui attribue cette récompense. Alors nous allons regarder plus précisément le tableau nord. On a d'abord une phrase qui nous dit « Le roi en personne dit aux grands et aux courtisans qui sont à son côté ». Donc en fait, on a ici une scène de cour, exactement comme on l'a dans les Coniques Novelleux, où le roi émet une décision en présence de sa cour. Qu'on apporte des gratifications en grand nombre et quantité de récompenses en or fin, en argent et des milliers de toutes bonnes choses au premier prophète d'Amon-Rê-Sonter, Amenhotep, juste de voix, à cause des réalisations efficientes et nombreuses qu'il a faites dans le domaine d'Amon-Rê-Sonter, marqué de la titulature du Dieu parfait, et ensuite on a la titulature de Ramsès IX. Donc ici, on a l'énoncé de la décision du roi qui se fait selon le principe de toute décision royale en présence de la cour qui l'entoure. Et au-dessus d'Amenhotep, ensuite, on a un texte qui va en fait poser, après la prise de décision du pharaon, le cadre de la cérémonie au cours de laquelle Amenhotep va être récompensé. Et là, ce qui est important, c'est qu'on va fixer à la fois un cadre spatial, mais aussi un cadre temporel avec une date qui va être énoncée, date qui va ensuite servir de repère pour la répétition de cette cérémonie, puisque le texte nous dit que chaque année, on répétera
la cérémonie. Donc en 10, troisième mois de la saison Areth, jour 19, dans le domaine d'Amon-Re-Sonter, on amena le grand prêtre d'Amon-Re-Sonter, Amenhotep, sur le grand parvis d'Amon. Là, donc le grand prêtre est amené à Karnak. Alors c'est un peu cocasse parce que justement, il est chez lui, hein, c'est le grand prêtre d'Amon, il est dans sa maison, mais on crée en quelque sorte un appareil cérémoniel reproduisant le cadre de la cour pharaonique devant ce qui est non pas le roi, mais une effigie du roi. Vous voyez d'ailleurs que le roi est posé sur une petite estrade ici. Le roi qui, en fait, se manifeste par l'intermédiaire de cette représentation. Il lui fut dit l'énoncé des faveurs qu'il avait obtenues afin de le glorifier par des discours éloquents et choisis. Les grands envoyés pour le louer, le directeur du trésor de Pharaon, les chansons royales Amenhotep, les chansons royales Nessamon, le scribe de Pharaon et les chansons royales Néferkarem-Périmène, le héros de Pharaon. Donc là, on a un casting de membres de la cour de haut vol hein, qui sont venus pour marquer finalement la solennité aussi de la cérémonie. On retrouve les caractéristiques définies par Zoberman pour ces cérémonies d'apparat, un cadre prestigieux, une occasion solennelle, une assistance choisie, qui va permettre de donner son lustre en quelque sorte à la cérémonie de récompense. Alors, pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un cas particulier, mais que cette analyse peut s'appliquer aussi à d'autres cérémonies, on peut mobiliser cette scène de récompense qu'on trouve aussi dans la tombe de Penniut à Aniba. On est sous Ramsès VI. Donc Aniba, vous voyez, c'est très très loin de la cour hein, pharaonique. C'est donc en Nubie. On avait vu ce site précédemment. Et on a cette représentation dans la tombe de Penniut, qui était délégué de Wawat, Idenu Anuawat, donc chargé aussi de préparer le tribut nubien pour le pharaon. C'est un contexte qu'on avait vu en détail. Et quand on analyse la scène, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas contemporains. D'une part, la prise de décision du pharaon qui se passe à la cour. On a le roi sur son trône face au vice-roi de Couche qui reçoit l'ordre de récompenser Penniut. Et puis, une deuxième phase où on a la scène de la récompense proprement dite qui se passe cette fois-ci en Nubie, où le vice-roi de Couche va venir accompagné par des acolytes pour réaliser cette cérémonie de récompense de Penniut. Alors on retrouve ici le dédoublement du vice-roi de Couche, un dédoublement qu'on avait vu en détail dans d'autres scènes de tombes thébaines notamment, où ce personnage joue le rôle d'intermédiaire entre le pharaon et les délégations étrangères. Ici, il se dédouble entre deux scènes pour porter le message de Pharaon et accomplir la cérémonie en son nom. Mais pour solenniser le lieu de la cérémonie à des centaines de kilomètres de la cour, on a besoin quand même d'une effigie royale comme à Karnak, d'où la présence de cette statue de Ramsès VI, qui est un portrait royal qui permet en quelque sorte de marquer la présence du roi lors de la cérémonie. Cette image royale, elle est indispensable pour recréer, donc, loin de la capitale, le spectacle de la cour et le rattacher à son point focal, donc la personne du pharaon. Alors on peut
d'ailleurs voir dans ce rôle de l'image royale des applications autres sur certaines stèles, comme celle-ci, la stèle de Metz, qui est conservée à Hildesheim, qui vient probablement du secteur de Pi-Ramsès, de Cantyre, une stèle très célèbre, où on a deux registres différents. Une scène de récompense où là le pharaon est associé à sa fenêtre d'apparition, est en train de donner des bracelets et différents objets à un personnage ici qui est Mess, un responsable de l'armée, donc une scène de récompense individuelle en quelque sorte. Et puis au registre inférieur, on a une scène qui montre un colosse royal d'où émanent d'autres séries de récompenses qui sont adressées au même personnage, mais ici aussi aux soldats qu'il dirige et qui reçoivent aussi une partie des récompenses qui sont distribuées. Au registre supérieur, c'est bien le roi qui accomplit cette récompense à la cour, et d'ailleurs on insiste ici dans le texte sur le roi lui-même offre de l'argent et toutes sortes de biens. On notera au passage que Metz est caractérisé non pas pour sa bravoure, mais pour la qualité de sa parole, dont la parole, c'est-à-dire ce qui sort de sa bouche, apaise. Hein, c'est visiblement ce qui lui a assuré sa promotion. Tandis qu'au registre inférieur, on a l'impression que c'est bien l'image de Colosse, dédoublée par cette effigie royale qui est beaucoup plus active, hein, qui permet de distribuer les récompenses, qui est à l'origine du processus de récompense. Donc on aurait ici un fonctionnement de la cérémonie qui passe par une effigie royale et non pas par le roi en personne. Dans ce registre inférieur, la parole du roi est retranscrite. Ainsi, regardez ce que le soldat, le bien-aimé de Sa Majesté Mess, a fait en présence de Pharaon, que son action est belle, vraiment. Et en réponse, les soldats de Mess vont glorifier le roi en disant « Tu es Ré, tu es tout comme lui, quand tu brilles, nous vivons de te voir », et tout ce qui concerne le soldat Mess de la grande division de Ramsès bien-aimé d'Amon, devant sa statue, etc. La statue Soleil des souverains de Ramsès bien-aimé d'Amon. Donc deux niveaux de récompense avec une phase en personne, hein, donc le roi dans sa fenêtre d'apparition, et une deuxième phase qui passe par l'image du pharaon qui joue ce rôle. Ce qui est notable si on revient maintenant à la scène de récompense d'Amenhotep, c'est que les discours qui sont associés à la cérémonie sont aussi caractérisés par une dénomination qui renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'une éloquence particulière, Medut, Neferut, Seteput. Alors, Medut, Neferut, les beaux discours, hein, ça peut renvoyer évidemment à cette notion de Medet Neferet, le beau discours qui désigne aussi le champ de la production littéraire depuis au moins le Moyen Empire et peut-être un peu avant. Et l'épithète Seteput, le fait d'être choisi, distingué, renvoie à cette notion de distinction caractéristique de la société de cour que nous avons déjà vu tout à l'heure. Donc ces discours ne sont pas simplement considérés comme des éléments, disons, d'un processus administratif où on annoncerait la récompense conférée au personnage. Il relève de ce qu'on peut appeler véritablement une éloquence d'apparat qui est consubstantielle à la cérémonie et qui est nécessaire à son bon accomplissement. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de ces discours, je vous renvoie à l'étude que j'ai citée tout à l'heure si ça vous intéresse.
difficile après d'analyser la véritable rhétorique de cette éloquence d'apparat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des formulaires communs utilisés à la fois dans le texte d'Amenhotep, mais aussi dans l'inscription de Penniut qu'on a vu tout à l'heure, avec des formules de louange associées à certains dieux, puisse Montou te louer, puisse le cas d'Amon-Re-Santer te louer, etc. Ce qu'on trouve chez Penniut, c'est puisse Amon-Re, roi des dieux, te louer, puisse Montou, maître d'Hermande, te louer, etc. Donc une formule suffisamment fréquente pour qu'on puisse l'attribuer à un attendu, en quelque sorte, de cette cérémonie de récompense. Ce qui est caractéristique de l'éloquence de ces rites à la cour, c'est la convenance. Et on peut reprendre ici la définition que donne Pierre Zoberman de l'esthétique de l'éloquence d'apparat. C'est une esthétique de la convenance qui renvoie à l'idée de bienséance, d'adaptation au contexte, et qui fait que le discours va être une composante du rituel du rite de cour à proprement parler, en fait. Si la convenance peut paraître relevée de la morale, si on l'interprète seulement au sens étroit de la bienséance, comprise comme le respect d'exigences culturelles et sociales aussi bien que linguistiques, imposées par une occasion spécifique, elle apparaît en fait comme un concept essentiel de l'éloquence d'apparat, un concept esthétique, puisqu'il renvoie à un élément qui détermine la réception du discours autant que sa composition. Et c'est tout à fait applicable à ce que l'on trouve dans les textes égyptiens, c'est-à-dire il ne faut pas évidemment s'attendre à des démonstrations qu'on puisse analyser selon les termes de la rhétorique occidentale, mais on a avant tout un discours qui s'adapte à l'étiquette, au protocole nécessité par l'occasion. Ce qui fait que ça nous amène à relativiser beaucoup d'analyses qui sont faites souvent des textes égyptiens, puisque ce qui est convenable dans un rituel de cour, ce qui est adapté au contexte, c'est d'abord une chose essentielle, c'est-à-dire glorifier celui qui est au centre de la cérémonie, c'est-à-dire glorifier le roi. Et vous avez donc constamment, on l'a vu dans la stèle d'Hildesheim, la nécessité pour ceux qui participent au rite, glorifier l'individu certes, au centre de la récompense, mais avant tout glorifier le roi parce que c'est lui d'où émane l'ensemble de la cérémonie et sa raison d'être en quelque sorte. Donc la glorification royale est un élément clé de tout discours dans ce contexte d'apparat. On n'est pas dans ce qu'on peut analyser comme de la propagande, non, simplement il est convenable, adapté de glorifier le roi puisque c'est ce qui est attendu au cœur de la cérémonie et que c'est le principe même de ce déroulement cérémoniel. Ce qui fait que si l'on revient ensuite au contexte de ces audiences de cour que l'on avait vues en détail il y a quelques semaines, où les ambassadeurs et les courtisans qui font les intermédiaires avec ces ambassadeurs se présentent au roi, ce qu'on va retrouver dans les textes qui s'adressent au pharaon, c'est avant tout une bonne part de glorification du roi. Vous vous souvenez ce que dit Horemheb, toutes les contrées étrangères
venant de pays que l'on ne connaît pas depuis le temps doré, ta renommée retentit dans leur esprit unanimement et ton nom enflamme ceux qui te sont loyaux, car tu es Ré, la même formule que l'on a dans la bouche des soldats qui s'adresse au colosse de Ramsès II. Nécessairement, le contexte de l'éloquence d'apparat, le contexte rituel des cérémonies, implique qu'une bonne partie du discours qu'on prononce soit un éloge royal. Et donc c'est cette dimension d'éloquence d'apparat qu'il faut véritablement intégrer aussi à la pratique courante des ambassades. On verra la semaine prochaine comment une partie de ces démonstrations, ces performances à la cour, peuvent aussi intégrer des œuvres littéraires avec parfois aussi des influences étrangères. Je vous remercie.